et avec Pascal Ledelier, responsable de la direction de coordination de l'Institut français à Valencia, Espagne. Monsieur Pascal, la première question, la France a été le pays de l'animation pendant longtemps. Qu'est-ce qu'elle reste de l'animation? Il existe l'animation socioculturelle actuellement en France? Le terme d'animation socioculturelle est un petit peu contesté, un petit peu obsolète. Il a été bizarrement battu un peu en brèche dans les années 80, justement, suite à l'avènement des socialistes au pouvoir et du gouvernement, enfin du ministère de Jack Lang, qui lui-même, pourtant, venait du théâtre, de l'action socioculturelle lui-même, notamment quand il était à Nancy et qu'il avait inventé et dirigé ce festival de théâtre universitaire, festival international de théâtre universitaire à Nancy, qui a été un très grand moment, une très belle action, qui avait vraiment un caractère socioculturel assez formidable. D'ailleurs, Jack Lang lui-même a joué, je crois, dans une pièce de Camus, Caligula, il me semble. Et donc c'est pendant cette période, pendant ces années 80, que l'action socioculturelle est entrée en crise. On pourrait analyser pourquoi c'est arrivé à ce moment-là. Je pense que c'est plus une raison historique et générationnelle qu'une raison politique et stratégique de la part des gens qui occupaient le ministère de la Culture à l'époque et qui étaient formés par des acteurs très importants comme Maurice Fleuret au début, l'inventeur de la fête de la musique, Monsieur Abirached qui a joué un rôle très important dans le domaine de l'aménagement théâtral entre guillemets du territoire à l'époque, Claude Mollard qui lui a dirigé les arts plastiques à l'époque et qui après a écrit ce fameux livre Ingénierie culturelle précisément. C'est à cette époque-là, alors qu'on a augmenté de manière assez significative le budget de la culture en France, que de grosses structures culturelles ont été créées, Opéra Bastille, destiné à populariser justement l'opéra et l'art lyrique, la Grande Bibliothèque, un certain nombre de grosses institutions culturelles. Ça a été aussi avec Bernard Fèvre-Darcier qui s'est occupé aussi du théâtre après avoir dirigé longtemps le Festival d'Avignon, la création des scènes nationales en France qui a permis d'irriguer le territoire français avec le meilleur de la création dans le domaine du spectacle vivant, mais pas uniquement, aussi dans le domaine du débat d'idées, des expositions, etc. etc. C'est à ce moment-là qu'en fait l'action socioculturelle qui était représentée par tous les réseaux des MJC, la Fédération des œuvres laïques, l'éducation populaire, et toutes ces organisations sont tombées un petit peu en décadence et ont fini par disparaître. Il y a eu un événement assez important finalement, symboliquement, qui a été un spectacle d'un metteur en scène qui aujourd'hui est un des grands maîtres du théâtre en France, un spectacle qui s'appelle La Veillée, et justement qui était une sorte de comédie où le personnage principal était un animateur socioculturel avec sa casquette, sa pipe, son col roulé, qui essayait d'animer des quartiers dans des cités plus ou moins à l'abandon, etc. Et ce personnage était ridiculisé totalement, caricaturé, et est devenu presque la figure emblématique du ringard,
du socio-cul, du type qui n'a rien compris à l'évolution des choses et qui était justement l'animateur du MJC, totalement ruinée, décadente, ridicule, etc. Donc ce spectacle-là a été un peu un révélateur de la fin d'une grande époque, qui a dû commencer en fait en France dans les années 20 ou dans les années 30, dans un temps où le Parti communiste en France avait une grande présence, était très actif, était très important, et s'était emparé du domaine culturel, avec l'invention des ciné-clubs par Lotz, avec l'invention justement de ces maisons de quartier, de ces actions, de l'éducation populaire, de ces instituts municipaux, héritage des utopistes de la fin du 19e et du début du 20e, qui inventaient des universités populaires, ouvertes à tous, pour des débats d'idées permanents, pour éduquer le peuple, pour éduquer le prolétariat, pour apprendre aux gens à juger, à réfléchir, à estimer les choses et à faire les bons choix, etc. Donc en fait la fin de l'action socio-culturelle dans les années 80 a peut-être correspondu avec la décadence puis la fin progressive du Parti communiste lui-même. Donc une autre pensée, une autre idéologie, une autre méthode d'approche culturelle, de l'action culturelle, a remplacé celle-là. Voilà, on attache, enfin on relie souvent un peu l'action socio-culturelle à l'action des communistes dans les banlieues, dans les quartiers populaires, dans les villes industrielles, etc. Et il est aussi possible que la fin de l'action socioculturelle corresponde à la fin à la désindustrialisation de la France et à la fin de cette révolution industrielle, donc qui a grosso modo changé les pays d'Europe occidentale depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à vers la fin du 20e, quoi. Pascal, je pense qu'il existera plusieurs dynamiques culturelles en France, en les banlieues, et quelles sont les possibilités de relier ces dynamiques, de structurer ces dynamiques et d'être effectif pour la création de la société, pour relier au mouvement social? D'abord, je m'occupe de l'Institut français de Valence, mais je ne suis pas un théoricien de la culture, ni un historien de la culture. Moi, je viens du terrain, je viens de l'action, même artistique et culturelle. Je ne suis pas fonctionnaire non plus, donc j'ai une expérience d'une quarantaine d'années dans différents domaines qui vont du livre au théâtre, en passant par les arts plastiques, l'organisation de festivals, d'événements culturels, etc. Jusqu'ici où je me trouve maintenant à Valence pour représenter la vie culturelle française, enfin, ou essayer de le faire. En France, on est un pays qui souffre ou qui bénéficie, je ne sais pas, en tout cas, d'un centralisme qui date du XVIIe siècle, où on a voulu tout unifier, tout rassembler, tout ramener au centre, tout contrôler, avec un État très fort, et l'artiste, depuis Louis XIV et même avant, et en tout cas jusqu'à présent pratiquement, est au service du prince, au service du monarque, au service de l'État. Donc il y a le centre, qui a le pouvoir économique, qui a le pouvoir idéologique, qui a le pouvoir de décision, qui a le pouvoir de choisir, qui a le pouvoir de se glorifier lui-même, et puis la périphérie qui est rejetée, qui est marginalisée, qui est dans une sorte d'anomie. Et le mouvement, et qui va tout à fait en s'accélérant ces dernières décennies, est que le centre a tendance à déborder vers la périphérie et que la périphérie assiège le centre d'une certaine manière et n'a qu'une hâte, c'est d'entrer dans le centre, de monter dans ce manège
centralisé. Et on a vu, dans différents domaines de l'art, toutes les expressions les plus périphériques revenir au centre ou être récupérées par le centre. On employait ce terme de récupération autrefois, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire une espèce de match, de stratégie de récupération et d'appropriation et de spéculation sur des formes bâtardes, sur des formes pauvres, sur des formes spontanées, etc. Dans le domaine de la danse, c'est le hip-hop. Aujourd'hui, les grandes scènes nationales pour la danse contemporaine sont souvent dirigées par des danseurs de hip-hop qui ont commencé à danser dans des pieds d'immeubles, sur du béton, etc., dans les banlieues. Le street art, ou l'art de la rue, etc., les basquiers, les combasses, d'irosa, figuration libre, etc., les gens qui travaillaient dans la rue spontanément, de manière même, risquée par la police, etc., se trouvent maintenant exposés dans les plus grands musées, dans les plus grandes galeries. Ce sont les artistes qui vendent le plus. Les gens qui font de l'art avec des vidéos, avec des téléphones portables, avec des moyens du bord, pour des raisons de manque, deviennent ceux qui sont les prescripteurs dans le domaine, que ce soit dans le domaine de l'art, ou même on peut presque dire dans le domaine du journalisme. Les événements dans les pays d'Afrique du Nord, dans les pays arabes, ont été répercutés par des gens qui volaient des images avec des portables, avec tout ça. Donc il y a une sorte de prise de parole et donc de prise de pouvoir par les gens des périphéries. On pourrait aussi évoquer la littérature, on pourrait évoquer toutes sortes de formes artistiques, etc. Donc cette espèce de jeu entre la périphérie et le centre. Et le centre qui tombe aussi en décadence, qui vieillit, qui devient ringard et qui retombe dans la périphérie. Et on voit comme ça d'anciennes stars, d'anciennes étoiles de la danse, de la chanson, de la musique, etc., trouver refuge justement non seulement dans la périphérie en France, mais même parfois dans des alliances françaises ou des instituts français très loin de la France où ils peuvent se produire et continuer une espèce de carrière dont plus personne ne veut en France. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans mon expérience et qui est intéressant, qui questionne, parce que il y va de la récupération, c'est quoi la périphérie? Qu'est-ce qui est à la périphérie des villes? Ce sont les campus, ce sont les abattoirs, ce sont les cimetières, ce sont les stations d'épuration, ce sont les déchetteries, etc. Et en fait, c'est tout ce que le centre expulse qui revient ensuite dans cette espèce de mouvement permanent qui est très intéressant et qui est étudié aussi par des sociologues ou par des anthropologues aujourd'hui. Et aussi évidemment par les urbanistes, la question de la ville et la relation du centre et de la périphérie, la relation de la ville à son territoire, l'aménagement du territoire, l'aménagement culturel aussi du territoire est très intéressant. C'est vrai qu'en France, on dit, quand on est artiste ou quand on est créateur, dans tous les domaines, si on n'est pas au centre, ou si on n'a pas des liens avec le centre, c'est-à-dire avec le pouvoir économique, avec l'argent, avec le business, avec le marketing, avec la communication, la télévision, etc., on n'a aucune chance de s'en sortir. Donc l'artiste le plus perdu au fin fond de sa bohème dans la montagne doit rendre des comptes au centre à un moment donné et être présent dans des salons, sur des plateaux de télévision ou dans des grands théâtres nationaux. C'est quelque chose de très français qui existe probablement beaucoup moins en Allemagne ou en Angleterre, beaucoup moins en Italie. Beaucoup moins en Italie, il y a une ville comme Turin a été la prescriptrice dans le domaine des arts plastiques, en particulier Arte Povera, etc. En Espagne, c'est la même chose. La ville de Madrid n'a pas toujours été la capitale de la culture en Espagne. Il y avait la Catalogne, il y avait l'Andalousie, il y avait Valence. Le premier festival de danse contemporaine a été monté à Valence. Le premier musée d'art moderne a été créé à Valence. Le premier festival de musique contemporaine a été monté à Valence. C'était pas à Paris. Mais pour la France, en tout cas, cette tradition et ces
peut-être même cette obligation de centralisation est quelque chose de significatif et qui est un mode de calcul ou d'analyse, en tout cas, du phénomène socioculturel, qui, lui, le phénomène socioculturel, c'était justement apporter la culture à la périphérie, apporter la culture dans les banlieues, auprès des déshérités, auprès des plus démunis, auprès des sans-voix, auprès des gens qui n'avaient pas accès, justement, au théâtre. L'idée de la gauche socialiste en France, c'était de dire on ne va pas faire de l'opéra au rabais dans les banlieues, mais on va créer un opéra à la Bastille pour que les gens des banlieues puissent venir voir un opéra en payant un prix comme au cinéma. Et en fait, le résultat n'est pas forcément concluant. Pascal, tu as lié l'animation ou l'action des partis communistes. Et après 20 ans de la crise de 80, nous sommes une nouvelle crise. Nous sommes actuellement dans une crise très puissante en Europe. Il y a des personnes qui parlent que le mouvement Indignados peut être le mouvement social qui peut donner l'entrée à une nouvelle culture, une nouvelle forme de vivre la culture. Et pas seulement Indignados. À côté d'Indignados, il y a des autres mouvements à niveau national, international. Et vous pensez qu'il y a des possibilités, l'animation a des futurs, ou l'action culturelle a des futurs à partir de ces nouveaux mouvements? Qu'est-ce que vous pensez sur le futur de l'action culturelle? Certainement, je veux dire, l'action culturelle, l'acteur culturel doit être au diapason. La qualité professionnelle d'un acteur culturel, c'est d'avoir du flair, de sentir le mouvement des idées, de sentir ce qui est dans l'air du temps, comme on dit, d'avoir cette espèce d'intuition des choses importantes ou des mouvements importants. Par conséquent, des mouvements comme celui des Indignés, qui a été puissant en Espagne, qui a même démarré en Espagne, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, évidemment, c'est clair. Et c'est un mouvement qui aura forcément des répercussions sur le plan de l'action culturelle. Maintenant, bon, Les Indignés, c'est parti d'un livre justement d'un vieux Français de 90 ans, qui s'appelle Stéphane Hessel, et qui a écrit un livre « Indignez-vous », et qui partait d'une démarche plus morale que politique, plus morale c'est plus une réflexion morale presque défensive, de s'indigner, que quelque chose qui provoque un mouvement structuré, etc. Et le mouvement des Indignés est un mouvement sans leader, est un mouvement sans voix, sans manifeste. Hein. Les communistes, ou les surréalistes, ou les situationnistes, ou tous les groupements autrefois avaient commencé par écrire un manifeste, et puis après, bon, les Indignés, ils manifestent, mais ils n'ont pas de manifeste, ils n'ont pas et ils sont essentiellement des gens qui sont indignés moralement, ils se plaignent, ils sont dans une sorte d'attitude presque plus chrétienne, je dirais, à la limite, que politique. Enfin bon, ça reste à démontrer. Mais ce qui m'intéresse, moi, beaucoup, c'est, et ça c'est aussi une résultante du chômage, du fait que les gens n'ont plus de travail, ne savent plus trop, n'ont plus de modèle, n'ont plus de modèle idéologique, n'ont plus d'espoir. Parfois, le seul espoir qu'on peut avoir, c'est dans le regroupement, dans l'association, dans le rassemblement. Et je vois émerger, et à Valence plus qu'ailleurs, mais parce qu'à Valence, il y a cette tradition des collectifs, des groupes, comme le groupe Réalité, le groupe Equipo Chronica, on appelait ça Equipo, à l'époque du franquisme. Donc il y a cette espèce de tradition des collectifs et tout, et aujourd'hui il y a une prolifération de collectifs, de gens qui se mettent ensemble pour réfléchir sur vivre ensemble, vivre, c'est quoi la ville, c'est quoi
pouvoir sauver la planète parfois, comment avancer, comment trouver de nouveaux modèles. Et on voit des artistes peintres dialoguer dans ces collectifs avec des sociologues, avec des employés de bureau, avec des ouvriers, avec des paysans, etc. Et ce ne sont pas des collectifs unidisciplinaires, mais multidisciplinaires, avec le croisement de voix, etc. Quelque chose de très hybride qui apparaît et qui est très actif. Parfois, non pas clandestin, mais très en marge, donc c'est parfois difficile à repérer. Mais il me semble que de ces collectifs qui se développent de plus en plus, on a organisé d'ailleurs récemment des rencontres de collectifs qui s'intéressent à la ville, aux problématiques de la ville, aux problématiques urbaines et de territoires. Et on a pu voir que ce mouvement des collectifs se développe au niveau de l'Europe entière elle-même. Même au-delà, en tout cas dans le monde occidental et en Amérique latine aussi. Et ces gens-là n'ont pas forcément de revendications par rapport à des demandes de subventions, d'aide de l'État, etc. Ils savent qu'ils doivent compter sur leurs propres forces, leurs propres ressources. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'avenir de l'action culturelle passe par une prise en main directe des gens, c'est-à-dire des consommateurs de culture qui sont eux-mêmes l'expression d'une nouvelle culture qui ne passera plus forcément par l'effet signature, par l'effet marketing, par l'effet par l'idéologie du créateur, mais plus une pensée commune, une pensée transversale. Voilà. C'est quelque chose que je trouve intéressant aujourd'hui, au début du XXIe siècle, de voir cette espèce d'explosion, d'éclatement, de nucléarisation des choses et d'interdisciplinarité complète, quoi. De voir un philosophe devenir un acteur de cinéma ou être danseur, ou de voir un sociologue, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, exposer des tableaux, etc. Enfin, je veux dire, il y a des nouvelles formes comme ça, croisées, multipliées, disséminées, qui me semblent intéressantes. Est-ce que c'est le signe d'une décadence totale ou est-ce que c'est le signe d'un renouveau? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est probablement ce qui se passe de plus intéressant, selon moi, actuellement, sur la scène, que ce soit à Valence ou à Périgueux ou à Grenoble ou à Cordoba en Argentine. D'accord, merci, monsieur Le Tellier pour votre apportation. Ok.